Merci Yorick. Merci Louis de ton accueil. Bonjour à tous. Merci. Je suis ravi de cette opportunité de parler de monnaie avec vous et particulièrement de monnaie immorale. Au début de son magnifique petit texte sur la monnaie, Frédéric Bastiat, donc le plus grand économiste français du XIXe siècle, décrit la monnaie comme la plus encensée des divinités de ce monde. La plus encensée divinité de ce monde. Est-ce que ça veut dire que la monnaie est une sorte de dieu ou d'idole, ou est-ce qu'il y a une composante qu'on peut critiquer moralement dans la monnaie? C'est ça que je voudrais voir un peu avec vous. Et je parlerai de monnaie et de système monétaire. Un système monétaire, c'est l'ensemble de règles qui régissent la production et la gestion de la monnaie. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une monnaie ou un système monétaire est immoral? Est-ce que c'est quand il facilite ou il permet des comportements immoraux? Je ne crois pas. Et je dis ça parce que je vais parler notamment de Bitcoin. Parce que si c'était le cas, en fait, Internet serait par essence immoral, le téléphone serait par essence immoral. Donc quand est-ce qu'on peut dire qu'une monnaie est immorale ou un système monétaire est immoral? À mon avis, on peut le dire quand il encourage systématiquement des comportements immoraux et quand il dissuade systématiquement des comportements moraux. Donc une monnaie est immorale si elle encourage systématiquement des comportements immoraux. Alors évidemment, la notion de moralité, de morale est complexe, mais je vais bien me garder d'entrer dans ce débat. Je retiendrai en fait le sens classique, celui que tout le monde a en tête. Ce qui est moral, c'est ce qui est un peu conforme à la nature humaine, ce qui respecte les droits humains, ce qui facilite l'épanouissement de l'individu et de la civilisation. Et puis ce qui est immoral, c'est plutôt l'inverse. Donc je vais parler de la monnaie en tant que telle, par essence, comment elle est née, comment elle s'est développée, la monnaie aujourd'hui et la monnaie de demain, les crypto-monnaies. Donc, je vais procéder en 3 temps. D'abord, pour dire que la monnaie, il faut le reconnaître, c'est quand même important, c'est une des inventions les plus prodigieuses de l'humanité, une des plus grandes inventions de l'humanité. Et je crois que c'est trop absent dans nos débats actuels sur la monnaie. Il faut commencer par reconnaître ça. Par ailleurs, en revanche, aujourd'hui, notre système monétaire est très critiquable d'un point de vue moral. On peut même parler de péché monétaire. Et en revanche, avec les crypto-monnaies, et en particulier avec Bitcoin, on a une occasion vraiment importante de reconstruire un système monétaire plus juste et plus sain. Donc, pourquoi est-ce que la monnaie est une des plus grandes inventions de l'humanité? Si on a de la monnaie, si vous et moi, tous les jours, nous utilisons de la monnaie dans nos échanges, c'est parce que c'est plus facile que le troc. La monnaie est un intermédiaire d'échange communément accepté qui facilite l'échange économique, qui permet l'échange indirect par rapport à l'échange direct qu'est le troc. Quand on observe un peu la théorie et l'histoire de la monnaie, on se rend compte que plein de choses ont été utilisées comme monnaie, c'était des marchandises, et on s'est rendu compte qu'il fallait que ces choses, pour servir durablement de monnaie, respectent un certain nombre de conditions. Il fallait qu'elles aient quelques qualités objectives pour pouvoir être utilisées facilement à long terme. Il fallait qu'elles soient homogènes, divisibles, portables, résistantes aux intempéries, relativement rares et difficiles à produire. Et toutes ces choses, les coquillages, les grains de riz, les feuilles de tabac, parfois elles respectaient plus ou moins chacune de ces conditions, mais quelle était la matière qui a respecté le mieux toutes ces conditions? Ça a été l'or. C'est pour ça que l'or, progressivement, par un processus spontané de marché qui a duré des millénaires, s'est imposé comme la monnaie mondiale. Ça n'a pas été décidé par une entité supérieure, politique ou bureaucratique. C'était un processus spontané. C'est important de l'avoir en tête pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors ensuite, les métaux précieux, une fois qu'ils ont été utilisés comme argent, comme monnaie, il a fallu les stocker de manière sécurisée. Et donc là, sont nées les banques. Ce sont des établissements de dépôt à l'origine, qui ensuite ont perfectionné leur service. Et ce qui est important de voir, c'est que cette invention de la monnaie, elle a permis le commerce, elle a permis de décupler les opportunités de commerce. Elle a donc permis aussi la spécialisation. Elle a permis l'échange, l'investissement, l'accumulation du capital. Elle a permis l'essor du capitalisme et l'augmentation prodigieuse du niveau de vie de l'humanité depuis 200 ans, à la suite d'une longue évolution qui a duré des millénaires. Cette monnaie, à partir du moment où elle était rare et difficile à produire, elle était forcément déflationniste.
avec le progrès technique et la diffusion des échanges, on pouvait produire de plus en plus de choses, mais comme le stock de monnaie n'augmentait pas autant, eh ben, le prix des choses diminuait dans le temps. Et c'était une déflation saine, en faveur des consommateurs. Les prix baissaient et personne ne s'en plaignait, notamment sous les talons or au XIXe siècle. Et finalement, là aussi, je rejoins l'analyse morale, ça a servi l'éclosion de la civilisation, l'essor de la civilisation et le respect croissant des droits des individus, notamment leurs droits financiers, le droit d'épargner, de garder le fruit de leur travail sans que personne ne les spolie, ne les vole. Donc, voilà, pour cet aperçu très rapide de ce qu'est la monnaie à l'origine, ce qu'est son essence, ce qu'elle a été, mais malheureusement, elle ne l'est pas restée longtemps. Très vite, elle a été en fait perturbée, transformée, modifiée, accaparée, et elle s'est transformée en quelque chose de problématique, notamment d'un point de vue moral. Et donc j'en arrive à mon deuxième point. C'est une référence au livre de Jacques Rueff, qui pour moi est le plus grand économiste français du XXe siècle, Le péché monétaire de l'Occident, un livre incroyable parmi d'autres, où dans les années 60, il avait prévu l'effondrement du système de Bretton Woods, avant tout le monde. Donc depuis 1971 et depuis cette étape, nous sommes dans un système monétaire totalement inédit dans l'histoire humaine, puisque les monnaies ne sont plus du tout reliées à des métaux précieux ou à rien d'autre. Elles sont créées à partir de rien. Donc les vraies monnaies virtuelles, ce sont nos monnaies officielles actuelles, qu'on appelle les monnaies fiat, du latin fiat, qu'il en soit ainsi. Donc on est dans un système de monopole monétaire au sens où il n'y a qu'une seule chose qui bénéficie du privilège d'être la chose qu'on n'a pas le droit de refuser en paiement d'une dette dans l'économie, c'est la monnaie qui est décrétée par la puissance publique. C'est donc un monopole. Historiquement, les monopoles sont des privilèges octroyés par la couronne. La monnaie, aujourd'hui, comment est-elle créée? Par les banques centrales et les banques commerciales par le crédit bancaire. Et en fait, les banques commerciales créent de la monnaie d'une manière extrêmement orientée, encadrée par les banques centrales, donc par toute une série d'instruments juridiques et financiers. Et donc, de facto, la puissance publique, à travers les banques centrales, a la main mise sur le rythme de la production monétaire. Et ce régime de production monétaire, il est intrinsèquement inflationniste. C'est-à-dire qu'il aboutit à créer plus de monnaie que la quantité de monnaie qu'il y aurait dans un système de liberté, où chacun en fait, pourrait créer des monnaies et serait en concurrence avec d'autres producteurs de monnaie pour en fait, mieux respecter les besoins des consommateurs et produire donc une monnaie qui serait la plus saine possible. Et dans un système qui serait libre, les producteurs de monnaie ne créeraient pas de la monnaie sans limite, parce que ça dévaluerait sa valeur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu pendant des millénaires. Dès qu'on essayait de créer la monnaie sans limite, elle disparaissait, elle était remplacée par d'autres monnaies. Donc, ce système intrinsèquement inflationniste aujourd'hui, il est critiquable d'un point de vue économique et d'un point de vue moral. Il y a toute une série d'inconvénients qui avaient été en fait identifiés parfois très tôt dans l'histoire. L'inflation, la création de monnaie sans limite à laquelle nous assistons aujourd'hui, elle aboutit à spolier les détenteurs de monnaie. La valeur de chaque unité de monnaie diminue, notamment à travers les hausses des prix, soit généralisées, soit focalisées sur certains marchés, immobiliers, etc. C'est donc une forme de spoliation. Il y a des gens qui pâtissent de cette évolution, et d'ailleurs ça attise la colère et les tentations populistes ou autoritaires dans le monde entier. Mais cet effet, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il a été détecté dès le Moyen-Âge, parce qu'il y avait cette pratique qu'on appelait l'altération. Les souverains arrivaient à tripatouiller la teneur en métal des pièces à leur profit, en faisant circuler des pièces dont ils disaient qu'elles avaient la même quantité d'or que ce qui était écrit dessus, sauf qu'il y en avait moins, et ça leur donnait un avantage énorme, notamment pour rembourser leurs créances, en spoliant les débiteurs. Et ce phénomène de l'altération, il a été notamment analysé et critiqué par le premier grand théoricien de la monnaie de l'histoire, probablement, qui est Nicolas Oresme, au XIVe siècle. Un immense penseur ecclésiastique, mathématicien, scientifique, philosophe, qui a écrit le premier grand traité sur la monnaie,
qui s'appelle le traité sur l'origine, la nature, le droit et les mutations des monnaies. Mutation, c'est au sens de altération. Et donc, je vais vous citer quelques-unes de ces expressions parce qu'elles sont très marquantes. Il disait que cette pratique des souverains, c'était de la falsification, de la tromperie, de la fourberie, du brigandage despotique, des exactions frauduleuses, un acte perfide, tyrannique et injuste. Et il disait, il est clair ainsi que ces mutations sont si mauvaises que c'est par nature qu'elles ne doivent en aucun cas être permises. Par nature. Et il y a quelques passages absolument savoureux que je vais vous lire aussi. Il disait, il est vraiment exécrable et infâme au plus haut point de la part d'un prince de commettre une fraude, de falsifier la monnaie, d'appeler or ce qui n'est pas de l'or et livre ce qui n'est pas une livre. Il lui incombe en outre de condamner les faux monnayeurs. Comment donc peut-il rougir assez si l'on trouve chez lui ce qu'il devrait, chez autrui, punir de la mort la plus infâme? Donc il accuse les rois de se comporter en faux monnayeurs et de mériter la mort la plus infâme. Il dit c'est un scandale considérable et avilissant pour le prince que la monnaie de son royaume ne reste jamais dans le même état, qu'on la fasse varier d'un jour à l'autre. Donc il dit que les rois en fait, se déshonorent eux-mêmes en se livrant à de tels actes aussi immoraux. Et il dit que c'est une manière perfide pour le souverain de siphonner la richesse du royaume. Il écrit « Le prince peut attirer à lui presque tout l'argent de la communauté et complètement appauvrir ses sujets. Et de même que certaines maladies chroniques sont plus dangereuses que d'autres en ce qu'elles sont moins sensibles, de même, un tel prélèvement s'exerce d'autant plus dangereusement qu'il est moins perçu. En effet, le peuple ne ressent pas le poids de cette imposition aussi vite que celui d'un autre prélèvement, de l'impôt. Et cependant, nulle taille, sans doute, ne peut être plus lourde, plus générale, nulle plus considérable. » Donc il accuse les rois de siphonner la richesse de leur royaume de manière progressive et de manière en apparence indolore, plus indolore que l'impôt, mais d'une manière extrêmement efficace et problématique, et donc très critiquable moralement. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, mais d'une manière beaucoup plus sophistiquée. Mais ça revient à la même chose quand on analyse, quand on fait l'effort en termes de fonctionnement économique. On a des entités qui créent de la monnaie, qui dévaluent la monnaie au détriment de la population. Alors ensuite, cette analyse de Resmes, elle a été développée par l'école de Salamanque, les scolastiques espagnols, les Lumières écossaises, les économistes français, Turgot, Bastiat, Jean-Baptiste Say, jusqu'à l'école autrichienne, fin 19e, début 20e. Et puis au passage, il y a un économiste qui s'appelle Cantillon qui a identifié un phénomène assez frappant, 18e siècle, je crois, qui s'appelle donc aujourd'hui l'effet Cantillon. Je vais d'abord commencer par un exemple. Aujourd'hui, vous vous endettez pour acheter un appartement. Vous faites partie d'une classe assez aisée pour avoir accès au crédit. En 10 ans, votre appartement, sa valeur double ou elle triple. Vous le revendez, vous encaissez un fantastique bénéfice. Mais celui qui fait partie d'une classe moins aisée, qui n'a pas accès au crédit, qui n'a pas pu s'endetter pour acheter un appartement, le prix global de l'immobilier augmente et donc aussi les loyers. Et lui, il va pâtir de l'augmentation des loyers sans avoir pu s'endetter pour accroître son patrimoine. Donc son niveau de vie relatif diminue, alors que le vôtre a augmenté. Donc, en termes théoriques, on dit que l'expansionnisme monétaire engendre des effets de redistribution de pouvoir d'achat relatif au détriment des moins aisés, au profit des plus aisés. Au profit des plus aisés, de ceux qui ont une capacité d'endettement et de ceux qui sont connectés à la source de la production de monnaie, ceux qui sont connectés à la sphère financière. C'est donc un phénomène économique qu'on analyse avec un instrument économique, mais qu'on peut évaluer de manière morale. Est-ce que c'est conforme à la morale? Est-ce que c'est ça la morale commune sur laquelle on devrait tous se mettre d'accord pour une vie, une coexistence pacifique et sereine dans les sociétés contemporaines? Moi, je pense que c'est profondément choquant moralement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la critique morale du capitalisme, en général, elle vient de la gauche. Mais elle est largement hors sujet. C'est-à-dire que c'est juste de critiquer la financiarisation de l'économie, mais il faut voir d'où elle vient vraiment. Elle vient de ce genre de processus monétaire, impulsé par la puissance publique. Alors, donc, cette économie de marché aujourd'hui, elle est profondément déstabilisée par ce
ce régime monétaire. D'abord, la création hiératique, imprévisible, variable de la monnaie fausse le système d'information de l'économie de marché, qui est le système des prix. Ça perturbe le calcul économique, le calcul, la planification des investissements, l'entrepreneuriat, c'est problématique. Puis ça crée des cycles économiques artificiels. Hayek, prix Nobel 1974, sur cette analyse. Ça engendre une forme d'étatisation de la société parce que ça donne à la puissance publique des ressources prodigieusement élevées, bien plus étendues que ce que l'État pourrait obtenir par le seul impôt. Aujourd'hui, les États s'endettent sans limite grâce à ce système. Est-ce que c'est moralement satisfaisant de voir l'étatisation de la société? Chacun peut avoir un avis. Il y a des gens qui sont très contents de ça, qui regrettent l'ère soviétique et qui voient dans cette nouvelle méthode un progrès. Mais c'est quand même questionnable d'un point de vue moral. Et puis, il y a aussi les phénomènes d'impérialisme. Évidemment, le dollar est un outil d'impérialisme pour les États-Unis. C'est critiquable moralement. Les guerres monétaires ont des effets désastreux sur les populations et elles sont pilotées par les États. C'est critiquable moralement. Le régime fiat actuel, finalement, engendre aussi, encourage une forme de spéculation. On critique souvent la spéculation, on dit que c'est vraiment pas bien, c'est vilain moralement. Il faut voir d'où ça vient. Les monnaies fiat aujourd'hui forment un gigantesque casino mondial où on spécule à outrance sur des sommes inimaginables. Et ça ne vient pas des dérives du capitalisme, ça vient d'un système monétaire imposé par la puissance publique. Et puis, il y a une forme de spéculation dans le fait que chacun d'entre nous, si on veut battre l'inflation, il va falloir qu'on spécule. Sinon, on s'appauvrit. Donc, ce système-là encourage en nous des tendances spéculatives qui sont questionnables d'un point de vue moral. Ce n'est pas sain, ce n'est pas évident, ce n'est pas naturel que chacun d'entre nous, on doive passer du temps à spéculer. Il y a peut-être des activités plus saines, plus productives dans l'humanité. Et puis, ça va aussi inciter les investisseurs à demander des rendements à court terme très élevés, là aussi pour se prémunir contre la dépréciation de la monnaie à long terme, et donc à accroître la pression sur l'économie. Et donc, c'est ça qu'ensuite la gauche va critiquer comme l'avidité, l'appât du gain, le court-termisme frénétique des vilains capitalismes. Mais il faut voir là aussi d'où ça vient. Ça vient d'un système monétaire imposé par la puissance publique. Et puis, dernier point, ce système fiat, il favorise une forme de contrôle sur les individus qui est problématique d'un point de vue moral. De plus en plus, vous en faites sans doute l'expérience, quand vous voulez faire un virement bancaire ou recevoir de l'argent, en fait, vous êtes soumis à des procédures mais kafkaïennes, ubuesques, absolument surréalistes. Vous êtes suspecté a priori d'être, sinon un délinquant, un terroriste. Et vous devez vous soumettre, vous humilier, justifier chaque détail de votre vie privée. Et toutes ces informations sont siphonnées par les États qui vous observent de très près et qui ont un droit de veto sur ce que vous allez faire de votre argent qui vous appartient. Et ça n'est rien par rapport à ce qui va avoir lieu quand les États auront mis en place les monnaies numériques de banque centrale, qui vont en fait multiplier ces mécanismes de contrôle d'une manière inimaginable. Les monnaies numériques de banque centrale sont des instruments potentiellement totalitaires. Donc, à chacun d'évaluer ça d'un point de vue moral. Alors, tout ça, c'est pour le diagnostic du système actuel. Maintenant, essayons de voir comment ça peut évoluer. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va se réformer gentiment, que les gens qui pilotent ce système et qui en profitent vont l'adapter dans un sens plus sain? Ça me paraît assez peu probable. Et donc, la nouveauté, c'est qu'il y a un instrument nouveau, inattendu, qui perturbe ce système et qui prétend l'améliorer, le reconstruire en fait à partir de rien. Ça, c'est le livre que je vous ai cité tout à l'heure, le traité des monnaies d'Oresme. Et donc, ce système, c'est Bitcoin. Je vais faire un focus sur Bitcoin, mais on peut parler des crypto-monnaies en général. Pourquoi je parle de Bitcoin? Les crypto-monnaies en général, elles réunissent à peu près ces conditions que je vous ai décrites tout à l'heure, qui font que dans l'histoire humaine, certaines choses se sont imposées comme monnaie plutôt que d'autres. Des qualités objectives, d'homogénéité, de divisibilité, de portabilité, de résistance aux attaques, et de rareté et de coûts de production. Mais de même que l'or a mieux réuni toutes ces conditions que des coquillages ou des grains de riz, eh bien, le Bitcoin, de mon point de vue, réunit mieux ces conditions que les autres crypto-monnaies. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'il est aujourd'hui la crypto-monnaie la plus valorisée.
celui dont on se dit qu'il a une chance de devenir une monnaie. Il n'est pas une monnaie aujourd'hui au sens légal, ni économique, puisqu'il n'est pas un moyen d'échange communément accepté. Mais il a peut-être une chance de le devenir, parce qu'il réunit ces conditions. Alors, quelques mots donc sur qu'est-ce que c'est, comment ça pourrait fonctionner. D'abord, c'est sain qu'il y ait une concurrence entre les crypto-monnaies, cette concurrence que les États ne veulent pas sur leur territoire et pour laquelle ils ont instauré le cours légal, elle existe de facto avec les crypto-monnaies. Traumatisme absolu pour les États. La concurrence en matière monétaire, comme dans tous les autres domaines, elle incite les créateurs à produire le meilleur au service des consommateurs. Il n'y a aucun secteur où cet effet bénéfique ne joue pas. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne joue pas en matière monétaire. Donc c'est dommage d'empêcher ce processus concurrentiel utile en matière monétaire. Et là, l'arrivée des cryptos est en train de l'imposer. Ce n'est pas une monnaie, Bitcoin, c'est un protocole informatique. C'est donc un dispositif informatique qui, là je m'inspire notamment des excellentes synthèses de Pierre Noisa, c'est un protocole informatique, c'est un dispositif qui permet à des ordinateurs d'échanger et donc de se donner des ordres mutuellement et d'échanger de l'information. Et ils rendent des services concrets. Donc c'est une des nouveautés de ce système, c'est qu'on a des objets monétaires dont le sous-jacent sont des protocoles informatiques, des infrastructures. Donc c'est très compliqué à comprendre, c'est très nouveau. Et donc c'est normal que ça prenne du temps et que chacun, on ait du mal à comprendre ces sujets. Et pourtant, ça progresse, ça se développe. Bitcoin, c'est une monnaie en devenir parce que son essor se développe malgré ses inconvénients universellement dénoncés, inconvénients supposés ou réels. Son usage se développe. Et donc, s'il continue à se développer, il va progressivement devenir une monnaie. Quel genre de monnaie ? Eh bien, comme son régime d'émission est très encadré, il y a un stock limité et on en produit de moins en moins dans le temps, c'est une monnaie qui est désinflationniste. Son rythme d'inflation diminue dans le temps. Et c'est une monnaie qui rendrait possible une économie déflationniste, une saine déflation, comme celle que j'ai décrite tout à l'heure avec l'or. Il faut bien comprendre le changement civilisationnel que ça représente, parce que ça fait revenir à des comportements peut-être moralement plus sains pour les individus. Si vous avez des bitcoins et qu'à long terme, vous pensez qu'ils vont s'apprécier, vous n'allez pas les dépenser. C'est ce qui se passe en ce moment. À court terme, c'est très volatile, mais à long terme, les détenteurs de bitcoin, ils les gardent, ils pensent que ça va augmenter. Et donc, ça veut dire que vous allez changer vos comportements d'achat. Vous allez moins acheter des choses absurdes qui ne servent à rien, qui se périment en 2 mois. Vous allez acheter des choses dont vous avez besoin, qui sont essentielles, et que vous allez garder toute votre vie. Et donc, ça veut dire qu'on a un espoir de sortir de la société de consommation à outrance, de l'obsolescence programmée, de toutes ces dérives qui sont critiquées moralement par les anticapitalistes, mais qui, là encore, viennent d'autre chose que le capitalisme, qui viennent d'un système monétaire. Cette forme de monnaie qui est en train d'émerger, son régime d'émission n'est pas manipulable. Les États peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour empêcher l'essor de Bitcoin, le freiner. Ils n'arrivent pas à l'empêcher de se développer et ils n'ont pas la main sur son régime d'émission. Les États, même liés entre eux, ne peuvent pas décider de créer plus de Bitcoin que ce qu'ils s'en créent. Et c'est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est dû à son protocole, à sa gouvernance, qui est open source, qui est quelque chose de très incompris. Moi-même, j'ai découvert grâce au Bitcoin, mais les élites administratives et politiques n'ont pas la moindre idée de ce que ça veut dire, de ce que c'est, et s'imaginent qu'ils vont pouvoir torpiller Bitcoin facilement. Ensuite, un jeton numérique comme une crypto-monnaie, et plus particulièrement Bitcoin, elle est insaisissable au sens où si vous la détenez par vous-même sans la laisser sur une plateforme d'échange, personne ne peut vous la saisir, personne ne peut vous la piquer. Vous êtes souverain, c'est de la souveraineté financière individuelle. Il y a plusieurs moyens de stocker ces bitcoins. Le moyen le plus radical, c'est en fait une série de mots de passe dans sa tête. Et donc, c'est aussi un moyen de mieux respecter les droits des individus. Donc, là aussi, il y a une analyse morale qu'il est intéressant de faire. Ensuite, l'essor des crypto-monnaies de Bitcoin permettrait de dépolitiser la société dans la mesure où ça changerait complètement le mode de financement des États. Les États auraient plus de mal à s'endetter sans limite qu'aujourd'hui. C'est donc un changement de paradigme pour eux, un traumatisme historique. Et c'est la raison pour laquelle on assiste à cette avalanche de clichés, de poncifs, de mensonges sur les supposés méfaits ou limites de Bitcoin. En fait, la plupart de ces critiques sont infondées ou mensongères.
Alors, évidemment, il a des inconvénients. La volatilité, c'est un problème, mais c'est probablement un problème transitoire. On peut imaginer que mécaniquement, si la valorisation de marché du Bitcoin augmente à long terme, suit sa trajectoire actuelle, il sera moins sensible à des chocs de demande extérieure. Donc, normalement, il devrait être moins volatile. Évidemment, il y a le problème énergétique, environnemental, etc. Ça a déjà été décrit juste avant par Michel et puis et Pierre. Là aussi, tout ce que vous voyez dans les médias est largement à côté de la plaque. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? En fait, peut-être, mais moi, je n'en vois pas pour le moment. Peut-être qu'une autre crypto émergera. Mais chaque jour qui passe rend ce scénario moins probable, parce qu'on est dans un domaine où la confiance est l'actif le plus précieux. Cette confiance s'accumule avec le temps. C'est la confiance dans la robustesse technique de l'infrastructure et la confiance dans le régime d'émission, le fait qu'il soit non modifiable. Donc, pour conclure, vous voyez que c'est intéressant, à mon avis, d'essayer de faire une analyse morale de la monnaie. La monnaie, c'est un bien, un objet économique, mais c'est important de l'analyser de manière morale, mais il faut passer par des raisonnements économiques. On ne peut pas, contrairement à la tendance spontanée, émettre des jugements moraux sur la monnaie et les systèmes monétaires sans passer par une analyse économique. Et à mon avis, le courant d'analyse qui est allé le plus loin dans ce type de raisonnement qui conjugue l'économie et la philosophie, c'est l'école autrichienne. Et simplement, ces arguments sont peu connus et ce n'est pas un hasard. La monnaie fait l'objet d'un tabou. Ces conclusions que je vous ai esquissées, en fait, elles sont tellement perturbatrices pour les élites au pouvoir, élites politiques et élites économiques, que, en fait, il vaut mieux ne pas en parler du tout. Alors, si vous voulez creuser un peu ces sujets, pour moi, le meilleur livre, c'est celui de Guido Hülsmann, qui est vraiment une merveille absolue. Il a été traduit en français, L'éthique de la production de monnaie, aux éditions de l'Harmattan. Il ne parle pas de Bitcoin. Il a écrit à un moment donné où Bitcoin n'était pas dans le paysage, mais ce livre donne des outils absolument fascinants pour justement creuser ces aspects économiques et moraux. Merci.